Très chers amis téléspectateurs de l'émission Forêt, Développement durable et environnement, soyez les bienvenus dans cet espace officiel de communication du ministère de l'économie forestière, du développement durable et de l'environnement. Aujourd'hui, nous allons être édifiés sur l'importance de la conservation en République du Congo. Pour cela, Benetti et moi avons reçu sur ce plateau le directeur général de l'Agence congolaise de la faune et des aires protégées, M. Frédéric Paco Bokanza. Bonjour, M. le DG. Bonjour. Soyez le bienvenu. Pouvez-vous succinctement nous parler de votre parcours professionnel? Merci beaucoup. Mon parcours professionnel, écoutez, j'aime souvent me qualifier pour ce sac à dos, comme on dit à l'armée. Donc ce jeune élève qui fait son concours d'entrée à l'École nationale des eaux et forêts de Mosenjo et qui y va pour passer ses 3 années en foresterie, qui sort de là avec son diplôme de brevet de technicien forestier en poche et entre dans la production, c'est-à-dire à la fonction publique en 1984. Et aussitôt après, je suis affecté au projet Inventaire et aménagement de la faune, PIAF en sigle, qui fut un projet du plan quinquennal 82-86. Et en ce moment-là, j'entre en contact avec les aires protégées et la faune. Ensuite, me voilà parti pour mon premier poste d'affectation au parc national d'Ozala. Pas Ozala-Kokwa, mais Ozala à l'époque. Et j'y reste pendant 2 années. Et puis après, je redescends à la réserve de faune de Konkwati, donc au Kwilu, où j'y passe 4 ans. Et ensuite, je m'envole pour le Cameroun, où je vais me spécialiser en faune. Je sors de là quelques années après avec un diplôme de spécialiste de faune. Et me voilà parti au projet Mayombe à la réserve de biosphère de Dimonika comme premier conservateur de ce site. Ensuite, juste une année après, je suis recruté par l'Union internationale pour la conservation de la faune dans le cadre d'un grand projet de l'époque qu'on appelait projet de gestion et de conservation des aires protégées, projet CAP, Jeff Congo. Et là, je suis envoyé comme directeur national adjoint au projet Lac Télé, avec pour objectif aller créer une aire protégée sur ce site. Et c'est ce que nous avons fait avec les collègues qui étaient avec moi. Je citerai particulièrement M. Pierre Oyo. Et nous avons donc créé sur ce site l'actuelle réserve communautaire du Lac Télé. Et entre autres objectifs, nous avons pu inscrire le Congo à la Convention de Ramsar sur les zones humides d'importance internationale. Et voilà, à partir de là, je reviens à Brazzaville. Je suis affecté à la Léfini comme conservateur. Et après, je suis rappelé au centre pour exercer les fonctions au niveau du centre. De 2002 donc jusqu'à 2016, j'ai exercé comme directeur du Bureau national de l'accord de Lusaka. Mais entre-temps, j'ai cumulé ces fonctions avec la fonction de directeur de la faune et des aires protégées entre 2004 et 2008. Et c'est en 2016, en septembre plus précisément, que je me retrouve élevé aux fonctions de directeur général de l'Agence congolaise de la faune et des aires protégées. Voilà un peu ce que je peux dire de mon parcours au niveau de la conservation de la faune. Monsieur Frédéric Bokanza Paco, que pouvons-nous savoir des statuts et des missions assignées à l'ACFAP? L'Agence congolaise de la faune et des aires protégées est bien sûr un établissement public administratif créé par loi 34-2012 du 31 octobre 2012. Et ses principales missions, ou si je veux dire l'une de ses principales missions, sinon la principale, c'est d'exécuter ou de mettre en œuvre la politique nationale en matière de gestion de la faune et des aires protégées, ainsi que des unités de surveillance et de lutte anti-braconnage. En clair, il s'agit donc pour nous d'assurer la préservation de l'habitat, entendu par là les écosystèmes naturels, et de toute la biodiversité qui s'y trouve, de contribuer à la recherche scientifique au niveau de ces sites pour améliorer justement les connaissances sur notre biodiversité et bien entendu à rechercher
avec les autres partenaires les mécanismes de financement durable pour pouvoir financer de manière pérenne et efficace la gestion de la biodiversité et bien sûr également contribuer à l'amélioration des conditions de vie de nos communautés rurales qui pour la plupart vivent en périphérie de ces aires protégées ou de certaines concessions forestières où il existe des séries de développement communautaire. Donc il nous revient de faire de la conservation tout en assurant à nos communautés rurales une vie améliorée, une vie qui est beaucoup plus parfaite qu'elle ne l'était avant la conservation. Donc voilà globalement ce que je peux dire des missions qui sont assignées à l'ACFAP et bien entendu il faut développer des partenariats pour pouvoir garantir une aide assurée pour la gestion de cette biodiversité. Monsieur le directeur général, dans la gestion de la faune et des aires protégées, il existe deux structures. D'un côté, l'Agence congolaise de la faune et des aires protégées et de l'autre, la direction de la faune et des aires protégées. Comment collaborez-vous? Bien, tout à l'heure, je vous ai dit que l'Agence congolaise de la faune et des aires protégées avait la principale mission de mettre en œuvre la politique nationale de gestion de la faune et des aires protégées. Ça veut dire simplement qu'il y a une autre structure au sein du département qui est le dépositaire de cette politique. Donc la direction de la faune et des aires protégées dont vous faites état est une branche, sinon une structure de la direction générale de l'économie forestière qui est donc le dépositaire de la politique en cette matière-là. Donc elle conçoit les politiques, elle contribue à la révision des politiques, elle contribue au suivi de cette mise en œuvre et nous sommes là pour faire la mise en œuvre. Donc voilà un peu la nuance ou la petite différence qu'il y a entre la direction générale de l'économie forestière dans laquelle se trouve la direction de la faune et les aires protégées et nous, l'ACFAP, qui avons la charge de mettre en œuvre la politique et que la DGF est là pour, comme dépositaire de la politique. Voilà comment nous collaborons. Monsieur le directeur général, voudriez-vous édifier le public sur l'intérêt de la conservation de la faune et l'importance des aires protégées au Congo? Merci pour la question, elle est si pertinente. Effectivement, lorsqu'on parle de conservation ou de création des aires protégées, souvent on se pose la question, mais qu'est-ce que ça nous rapporte comme revenu financier? Quel est l'apport au produit intérieur brut national? On commence par ça, par voir les aspects purement financiers. Mais souvent on passe à côté de l'essentiel. C'est quoi l'essentiel? Nous avons une série d'aires protégées qui consiste à faire de sorte que on puisse avoir au moins un échantillon représentatif de tous les écosystèmes naturels présents dans notre pays érigés en aires protégées. Et pourquoi nous le faisons? Parce qu'il faut assurer le maintien du patrimoine biologique. C'est-à-dire qu'il y a certaines espèces qui existent dans notre pays, mais qui ne doivent pas disparaître. Et le combat de l'homme, c'est de faire de sorte qu'aucune espèce que nous rencontrons sur Terre ne doit disparaître de par notre faute ou par la faute de notre action. Donc, vous voyez, rien que pour ça, nous avons besoin donc d'avoir ces échantillons représentatifs érigés en aires protégées pour qu'au moins, même plus tard, nos enfants puissent voir qu'est-ce qu'il y avait comme écosystème naturel dans notre pays. Ça, c'est une chose. La deuxième des choses, comme tout le monde le sait, nous sommes aujourd'hui dans la question de la lutte contre les changements climatiques, qui est une préoccupation planétaire. Et s'il y a des endroits qui sont en train d'être décimés ou abîmés par la suite de l'action anthropique, mais au moins les aires protégées sont conservées dans un état quasi intact et peuvent donc continuer à jouer ce rôle important de séquestration de carbone pour pouvoir atténuer la quantité de gaz carbonique sur notre planète, dans notre atmosphère, et contribuer ainsi à la réduction ou à l'atténuation des gaz à effet de serre. Je vais vous dire une chose, au niveau du lac Télé-Lac Toumba, le complexe transfrontalier lac Télé-Lac Toumba, les chercheurs viennent de découvrir, chercheurs américains et congolais, viennent de découvrir que sur ce site qui s'appelle la cuvette centrale à l'intérieur du bassin du Congo, étalée sur notre pays, le Congo et la République démocratique du Congo, contient aujourd'hui
une tourbière qui fait 3 fois la superficie de la Suisse. Et cette tourbière arrive à séquestrer pour le moment 30 milliards de tonnes de carbone. 30 milliards de tonnes de carbone, ce qui fait la quantité de gaz carbonique émise par les USA en 20 ans. Les USA qui est la puissance mondiale en matière de développement. Donc, cette tourbière, cette quantité de carbone qui est retenue est qualifiée même de bombe à retardement. Ça veut dire que si nous ne faisons pas un effort de préserver ou de protéger cette étendue de tourbière, une fois qu'elle est livrée à l'action anthropique pour être détruite, c'est toute cette quantité de carbone séquestré qui va remonter dans l'atmosphère et contribuer du coup au réchauffement de la planète et donc accentuer l'effet des gaz à effet de serre. Et ça sera bien sûr très préjudiciable pour notre survie sur Terre. Donc voilà l'importance, avant de voir les aspects de valorisation, puisque nous parlons justement de cette importance, c'est aussi au-delà des aspects écologiques, purement écologiques, il y a aussi les aspects financiers qui passent justement par la valorisation à travers le développement de l'écotourisme. Et pour le faire, nous devons d'abord savoir investir. Investir, ça signifie qu'il faut mettre des moyens, des infrastructures en place pour que justement ça puisse attirer. Il faut assurer une bonne surveillance de ces sites, que ça puisse attirer les opérateurs touristiques qui viendront justement apporter de la valeur ajoutée à ces aires protégées. Et enfin, on pourra de là voir la contribution financière que ces aires protégées peuvent apporter à l'économie nationale. S'agissant justement des aires protégées, quelles sont les activités génératrices de revenus que vous proposez au profit des populations locales et autochtones vivant dans les aires protégées ou autour des aires protégées? Sur la question spécifique de ce que nous appelons activités alternatives ou encore aujourd'hui activités génératrices de revenus, ça fait un peu plus de 30 ans que nous en parlons, mais j'ai toujours dit que au niveau de notre pays, je peux même dire dans la sous-région, cette question est encore à une étape embryonnaire. C'est-à-dire que jusque-là, nous tâtonnons encore. Il y a bien des activités qui sont en train d'être menées ça et là, mais qui n'obéissent pas souvent au respect des traditions que nous rencontrons sur les sites ou encore de l'activité. Vous savez, on parle d'une identité culturelle. C'est-à-dire que à travers une activité, on peut identifier les origines de cette personne-là. Je vais vous faire comprendre cela par un exemple si simple. Lorsqu'on vous dit ce monsieur habite à Mosaka, ou bien est ressortissant de Mosaka, tout de suite vous savez que ce monsieur, vous commencez par penser tout de suite qu'il est pêcheur. Ce monsieur habite à Madingu. Tout de suite vous vous dites ce monsieur doit être un agriculteur. Donc lorsque vous arrivez à Madingu ou à Mosaka pour développer des activités génératrices de revenus, ne sortez pas du cadre dans lequel les gens ont l'habitude de réaliser leurs activités. Si vous voulez faire du maraîchage ou encore de l'agriculture comme activité génératrice de revenus à Mosaka, c'est sûr que ça ne marchera pas. C'est ce qui fait que nous restons jusqu'à présent à un stade de tâtonnement. Et c'est pour cela que Madame la ministre Rosalie Matondo nous a instruits pour que nous puissions procéder à l'élaboration d'une boîte à outils. Une boîte à outils qui va concerner spécifiquement les activités génératrices de revenus. Parce qu'à partir de la boîte à outils au moins, on saura quelle activité mener dans quelle partie du pays et on garantira le succès de cette activité, ce qui fera donc que les populations puissent maintenant jouir pleinement des avantages de ces activités génératrices de revenus. Donc nous sommes là en train d'être appuyés par le PNUD sur l'élaboration de cette boîte à outils qui va concerner non seulement la périphérie des aires protégées, mais aussi la périphérie des concessions forestières, plus précisément là où se trouvent les séries de développement communautaire. Monsieur le directeur général, que représente le plan d'aménagement et quelles sont les aires protégées qui en disposent? Le plan d'aménagement pour une aire protégée, c'est le document capital. Donc après
l'acte, le document qui crée l'aire protégée, du point de vue importance, c'est le plan d'aménagement qui suit. C'est ce document d'orientation dans lequel il est indiqué toutes les activités réalisables dans l'aire protégée dans le but justement de la rendre viable, valorisable, accessible et tout ce qu'il faut. C'est-à-dire, il y a quelquefois des appellations plan de gestion, plan d'aménagement. Je vais vous dire que c'est question de culture. En milieu francophone, nous parlons de plan d'aménagement. Mais en milieu anglophone, le plan de gestion constitue à la fois le plan d'aménagement et à la fois même le plan d'affaires. Tandis que chez nous, on a un plan d'aménagement qui couvre l'ensemble de l'aire protégée. Et ensuite, il y a des plans de gestion qui peuvent être réalisés pour s'occuper des parties spécifiques de l'ensemble de l'aire protégée. Donc chez nous, généralement, il s'agit d'un plan d'aménagement. Donc ce plan d'aménagement va nous dire où est-ce qu'on peut faire passer les routes, où est-ce qu'on peut bâtir des infrastructures d'accueil, par exemple, pour les touristes, où est-ce qu'on peut faire de la récréation, où est-ce qu'on ne devrait pas toucher du tout parce qu'il y a là des écosystèmes sensibles ou fragiles. Une fois détruits, ils ne peuvent plus revenir à l'état originel. Ce qui fait qu'une aire protégée qui n'a pas de plan d'aménagement ne peut pas être gérée. Aujourd'hui, nous avons le parc national d'Odzala-Kokwa et puis le sanctuaire à gorilles de Lossi qui disposent déjà de leur plan d'aménagement. Et les autres sont en cours d'élaboration, notamment la réserve communautaire du lac Télé, le parc national de Noa-Balendoki, la réserve naturelle à gorilles de Lossi, ainsi que le parc national de Konkwati-Douli et la réserve naturelle sanctuaire à chimpanzés de Chipunga. Donc toutes ces aires protégées que je viens de citer en dernier sont dans le processus d'élaboration et je pense que d'ici la fin de l'année, disposeront déjà de leur plan d'aménagement finalisé. Monsieur Paco, on ne fait pas de la conservation pour la conservation, mais comment collaborez-vous avec le ministère du Tourisme dans la mise en œuvre ou dans la valorisation de la richesse des aires protégées? La collaboration avec le ministère du Tourisme ou en charge du tourisme, oui, le ministère en charge du tourisme gère l'activité touristique. Mais nous gérons des espaces dans lesquels peuvent s'exécuter ou s'exercer l'activité ou des activités touristiques. Donc, vous voyez que chacun a son rôle à jouer. Certainement qu'au niveau du ministère du Tourisme, ils vont mettre en place toute la politique nationale en matière d'exercice de l'activité touristique qui peut se faire pas seulement dans les aires protégées, mais dans d'autres sites qui s'y prêtent. Mais par contre, lorsque cette activité devrait toucher une aire protégée, ben c'est nous qui sommes là pour pouvoir orienter ou canaliser l'activité touristique. Savoir dire c'est à tel endroit qu'elle peut s'exercer, c'est à telle période qu'elle peut s'exercer. Elle peut supporter donc la capacité de charge des lieux où les touristes peuvent venir, peut supporter par exemple tant de touristes par année, parce il faut savoir que lorsque vous avez un flux important de touristes dans un milieu tel que les salines, tel que certaines vasières, qui sont réputées des milieux fragiles, et que vous avez une affluence de touristes qui arrivent, si vous ne savez pas limiter pour définir les saisons touristiques et le nombre de touristes qui doivent venir par saison, vous allez finalement détruire le milieu parce qu'il y aura une affluence de personnes qui vont exercer leur pression sur le milieu et ça peut amener à la dégradation du milieu. Donc toutes ces questions techniques relèvent de la compétence du ministère de l'économie forestière qui a la charge donc de gérer les aires protégées. Donc nous collaborons dans ce sens-là, mais nous n'avons pas de concurrence même. Chacun devrait savoir ce qu'il doit faire et on se complète. On a des actions complémentaires. Donc voilà ce que je peux dire. On ne peut pas venir exercer une activité touristique dans une aire protégée si et seulement si on n'est pas en règle avec le ministère qui gère le tourisme, donc le ministère en charge du tourisme. Nous ne pouvons donc pas recevoir des gens qui viennent dans nos aires protégées lorsqu'ils n'ont pas préalablement obéi aux règles qui vont faire qu'ils soient amenés à exercer de façon légale l'activité touristique dans notre pays. Voilà un peu ce que je peux dire à ce propos.
Notre émission tend vers la fin. Quelles sont les perspectives de l'Agence congolaise de la faune et des aires protégées? Bon, merci. Les perspectives pour l'agence, vous savez que l'agence est une jeune institution qui est née juste en 2012, comme on venait de vous le dire, qui n'a pas encore atteint sa vitesse de croisière dans le cadre de son opérationnalisation. Donc, petit à petit, nous sommes en train de mettre en place tout ce qu'il faut pour que l'agence puisse atteindre sa vitesse de croisière. Nous avons là déjà pu mettre en place notre manuel de procédure parce que n'oubliez pas qu'en tant qu'établissement public, nous devons faire bonne image auprès de tous les partenaires intéressés par les questions de conservation pour nous apporter des financements complémentaires qui peuvent nous aider à améliorer nos aires protégées, l'image de nos aires protégées ou l'aménagement de nos aires protégées. Nous venons donc d'adopter tout récemment notre manuel de procédure avec la contribution de tous les partenaires. Là, nous venons d'asseoir notre cadre de comptabilité avec l'appui de nos amis de la Direction générale de la comptabilité publique. Et nous sommes en train d'avancer progressivement et faire de sorte que nos aires protégées deviennent véritablement des sites qui vont contribuer de façon concrète à la production ou à l'économie nationale. Donc pour le moment, nous sommes en train d'avancer, lentement certes, mais sûrement. Et nous avons bon espoir que nous pourrons atteindre nos objectifs dans les années à venir. Merci M. Frédéric Bokanza Paco pour ce partage d'informations et de connaissances sur l'importance de la conservation en République du Congo. À vous, chers téléspectateurs, nous vous disons merci pour votre aimable attention. À la prochaine fois.